Bonjour à tous. toutes et tous. Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va avoir le plaisir d'animer tous les trois un webinaire orienté donateur, enfin don mécénat, avec trois compétences complémentaires et trois visions peut-être aussi. Donc, c'est ce qui nous a semblé intéressant. Donc, avec Nathalie, qui est déléguée générale ou directrice générale, je ne sais plus, du don en confiance, qui nous présentera le don en confiance et tout l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir obtenu un label de qualité et de respect d'un certain nombre de procédures. Il y a Jean-François que je vais laisser se présenter, qui est expert comptable commissaire aux comptes, avec qui on a tous les deux le plaisir d'animer un certain nombre de manifestations depuis quelques années. Et donc, moi-même qui suis associé du cabinet d'Elson. Je ne sais pas, je vais peut-être vous laisser en deux mots vous présenter chacun, je finirai, puis après on pourra commencer. Nous avons un support, donc on a un support juste pour des problèmes purement pratiques, on a un support qu'on va vous dérouler au fur et à mesure, qui sera disponible ensuite, qu'on pourra vous communiquer pour que vous puissiez le lire tranquillement, puisque il est plutôt copieux. Et donc, on ne pourra pas développer tout ce qu'il y a dans ce support. C'est un choix qu'on a fait parce que sinon, le webinaire durait 3 heures, comme on se le disait entre nous tout à l'heure. Mais néanmoins, on trouvait important que vous ayez la matière. Donc, on vous le communiquera. Donc, il sera diffusé au fur et à mesure. Vous pouvez poser des questions par écrit. Vous n'aurez effectivement pas la possibilité d'intervenir à l'oral, mais ça s'explique par le nombre que vous êtes. Ce serait trop compliqué à gérer pour nous et ça risquerait de faire un peu cacophonie. Donc, vous pouvez poser bien entendu vos questions par écrit et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et si on ne peut pas y répondre pendant le webinaire, on s'engage de toute façon à revenir vers vous par mail dans un deuxième temps. Nathalie, honneur à vous. Donc, bonjour, je suis Nathalie Blum, je suis la directrice générale du don en confiance. Donc, je présente le don en confiance rapidement. Oui, tout à fait. Je vais le présenter maintenant. Donc, je suis directrice générale du don en confiance depuis 2014. Le don en confiance, pour le présenter rapidement, on est une association qui regroupe des associations et des fondations et dont la mission est d'assurer la confiance du donateur. Donc, c'est notre mission et notre mission, elle se fonde sur l'élaboration de la déontologie de l'appel à la générosité du public. On est vraiment orienté sur la confiance du donateur, personne physique, personne morale. Donc, notre première mission, c'est la déontologie des organisations qui font appel à la générosité du public. Donc, on élabore des règles déontologiques. La deuxième mission, c'est pour les associations et fondations qui sont volontaires de s'engager dans cette démarche, de vérifier qu'elles respectent cette charte de déontologie, ces exigences, ces règles. Je reviendrai un peu dessus, mais on a un certain nombre d'exigences et une cinquantaine de règles. Et si on considère qu'elles les respectent, on leur délivre le label don en confiance. Et ensuite, on s'engage dans un contrôle continu du respect de ces exigences. Ceci pour aller très rapidement sur notre mission. On représente environ un tiers de la générosité du public. Et puis sur la slide suivante, vous avez les organisations qui sont labellisées don en confiance. Donc pour aller très rapidement. Sur la présentation, je vous laisse poursuivre. Jean-François. Merci Nathalie. Donc, Jean-François Cotin. Donc moi, je suis associé au sein du cabinet Fidéliance. Le cabinet Fidéliance, donc c'est un cabinet d'expertise comptable qui est situé en Île-de-France. On est membre du réseau CRO qui rassemble un certain nombre de cabinets en France et à l'international. Et nous, on a la chance de travailler avec des clients dans le domaine privé, mais dans le domaine aussi des associations, qui est une de nos fibres de développement. Et on les accompagne sur le volet expertise comptable et audit, mais aussi sur des sujets de certification Calliope, d'accompagnement RH ou de RSE pour ceux qui rentrent dans cette démarche-là. Donc, on a la chance de compter à peu près 500 associations avec nous et on les accompagne sur toutes ces dimensions. Vous aurez le détail de tout ça de toute façon dans le PowerPoint. Donc, Alexis Becquin, moi je suis avocat associé du cabinet d'Elsol. J'appartiens au département organisation non lucrative entrepreneuriat social depuis
à peu près 25 ans. Donc nous, notre activité dans notre département, on ne travaille qu'au profit d'associations, fondations, mutuelles, fonds de dotation, sociétés coopératives, donc tout ce qu'on appelle un peu l'entrepreneuriat social et les organismes à but non lucratif. Là, l'idée, en fait, la thématique, on l'a définie tous ensemble parce qu'elle nous paraissait intéressante. Et je crois que c'est Jean-François qui va commencer, me semble-t-il, par un peu nous faire un état un peu Oui. de l'impact ressenti dans le monde associatif suite à la crise du Covid. Voilà, l'objectif de cet échange, c'est de vous parler un peu de l'actualité fiscale et d'essayer de vous aider à comprendre les tendances qu'on a ressenties ou qui ont été observées pendant la crise du Covid ou de la Covid et suite à cette crise. Alors, quels sont les premiers impacts qu'on ressent? Les deux premiers chiffres qui ont attiré notre attention, c'est le fait que 68% des associations sont quasiment à l'arrêt. Donc, c'est un chiffre qui date de début juin, ou à moins de 20% de l'activité habituelle. Donc, le monde s'est un peu arrêté pendant un temps en France. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, d'autres pays sont arrêtés comme la France l'est, mais la France a redémarré. Les associations mettent un temps certain à démarrer et on ressent une baisse forte de l'activité, qui se traduit notamment par la problématique du secteur événementiel avec 86% des événements annulés. Donc à partir de ça, on comprend bien qu'on a une problématique significative qui va venir pour le financement des périodes à venir quand la plupart des événements sont plutôt autour de l'été pour les associations. Quand on regarde le comportement des donateurs, le mouvement associatif a sorti une étude sur ce sujet assez intéressante et on voit que on a vraiment des gagnants, des perdants. Dans les dons des particuliers, on a 21% des associations qui observent une hausse et 29% qui observent une baisse. Donc on voit bien qu'il y a un revirement des flux traditionnels qui vont vers d'autres associations. De la même manière, on a des nouveaux acteurs puisqu'il y a eu des appels aux dons pour 6% des associations. Donc, il y a eu quand même un mouvement massif d'associations qui se sont mis à faire appel aux dons. On voit bien que le secteur de la santé, logiquement, a été privilégié, notamment par rapport à des gros acteurs qui se sont affichés pour la lutte contre le Covid, mais aussi par des petites associations qui se sont créées autour de la solidarité pendant cette phase de confinement. Le don aux entreprises, lui, a très fortement diminué puisqu'on voit 25% des associations qui ont vu un soutien en baisse. Quand on creuse, c'est lié notamment à l'événementiel, puisque l'événementiel était fortement soutenu par du mécénat d'entreprise, ce qui n'a pas été le cas. Donc, les organisations avaient elles-mêmes besoin de financement pour continuer leur exploitation. Elles ont interrompu leur versement de mécénat. Dans les autres comportements qu'on observe, il y a une évolution des technologies. Donc, si on passe au slide suivant, on voit qu'il y a eu un problème pratique de don en espèces qui est contre-indiqué pour l'utilisation et le risque de transmission. Et donc, il y a des dons digitaux qui sont devenus massifs, voire pendant une période unique. Donc, c'est à la fois les paiements par carte bancaire, les virements, les prélèvements automatiques et les dons par SMS. Donc, on voit une digitalisation de la manière de donner. Et on a observé aussi que pour capter ces nouveaux dons, les outils de prospection digitale sont devenus la règle, puisque c'était le seul moyen de communiquer pendant cette phase. On a vraiment eu une avancée de la digitalisation au travers des emailing, au travers des cagnottes en ligne qui se sont fortement développées et au travers des campagnes de crowdfunding. Quand on regarde les conséquences économiques, alors aujourd'hui, il est encore difficile de mesurer l'impact puisqu'on n'est qu'au début. Il y a eu une communication assez forte de l'État sur les aides.
En fait, la communication sur le secteur non lucratif n'a pas été très efficace puisque 18% des associations déclarent connaître des aides financières. Et 30% déclarent que les solutions qui sont proposées par l'État ne correspondent pas aux besoins. On voit bien que le monde associatif n'a pas été aidé, en tout cas ne perçoit pas une aide forte par rapport à ces aides. Voilà. Enfin, un chiffre qui est quand même inquiétant, 24% des associations disposent de moins de 3 mois de trésorerie. 3 mois de trésorerie, pour ceux qui font des budgets, c'est très court. Donc, on voit vraiment un assèchement de la trésorerie pour le monde associatif et donc une fragilité réelle, puisque 30 000 associations ont déclaré se sentir en grand danger de dépôt de bilan. Donc, on voit quand même que les conséquences économiques vont avoir des effets de destruction d'une partie du tissu. Alors, les plus grosses associations sont les plus solides, mais toutes les petites associations risquent de ne pas survivre à cette crise. Voilà. Donc voilà sur le climat actuel post-Covid, on voit bien que c'est vraiment une nouvelle donne. Et donc, la question des dons et de la manière de donner est centrale si on veut rester dans la course et dans ceux qui capteront demain les campagnes de donation. Je laisse la main à Alexis pour nous parler du besoin de dons et de l'actualité. Merci Jean-François. En fait, l'idée, c'était de revenir sur un certain nombre de dispositions fiscales et de certaines formes de dons particulières, de façon à faire une espèce de refaire un petit brainstorming de toutes ces problématiques et de tous les textes qui sont sortis récemment, sachant qu'un certain nombre va avoir une implication, notamment, par exemple, en matière d'évaluation des contreparties. Ce qui est une vraie question lorsqu'on est en mécénat d'entreprise, beaucoup moins avec les particuliers, mais il faut bien intégrer toutes ces données. Donc, l'idée, c'était de vous présenter toutes les dernières évolutions. Alors, je vais aller plus ou moins vite selon les évolutions parce que la matière est dense, il y a beaucoup de choses. Vous aurez le PowerPoint de toute façon qui vous fait la synthèse de toutes ces mesures, mais je vais vous les énoncer. Et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Alors, en fait, les évolutions, c'est pas seulement 2020, c'est 2019 et 2020. La première évolution qu'il y a eu, avec une évolution en 2 temps, c'est que, comme vous le savez, en matière de mécénat d'entreprise, vous avez un plafond sur les dons des entreprises qui ont droit à réduction d'impôt, qui est de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Alors, sur une grande entreprise du CAC 40, ça correspond à des sommes considérables, mais quand vous avez une PME-TPE, 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, ça peut tout de suite faire des sommes très faibles qui n'incitera pas, le cas échéant, la petite entreprise à se lancer dans un projet parce que elle va considérer que son don ouvrant droit à réduction d'impôt est trop faible. Alors pour faire face à cette problématique, le ministère du Budget a admis de créer un deuxième seuil, c'est 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou 10 000 euros. Ce qui veut dire que pour les petites entreprises, elles peuvent faire des dons jusqu'à 10 000 euros, ouvrant droit à réduction d'impôt, même si ces 10 000 euros représentent beaucoup plus que 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une évolution intéressante, d'autant plus que ce seuil a été porté de 10 000 euros à 20 000 euros à compter de l'exercice 2020, mais c'est pour toutes les entreprises qui clôturent au 31 décembre 2020, donc une entreprise qui clôture au 31 décembre 2020 et qui ouvre son exercice au 1er janvier 2020 va être dans le dispositif des 20 000 euros. En revanche, une entreprise qui clôturera ses comptes au 30 juin 2020, elle sera toujours à 10 000 euros jusqu'au 31 juin 2020 et passera au régime de 20 000 euros sur l'exercice suivant. Donc ça, c'est une première mesure qui est intéressante. Deuxième mesure, donc, qui est de l'année dernière, mais que je rappelle, c'est que il y a eu une volonté de réduire la capacité, enfin le montant de le taux de réduction d'impôt des grands donateurs, c'est-à-dire les grandes entreprises, sachant que cette mesure, d'après l'évaluation qui a été faite, parce qu'on fait toujours une étude d'impact normalement, les pouvoirs publics sont censés faire des études d'impact quand ils prennent de mesures. Bon, elles sont pas toujours efficientes, mais enfin, ils ont calculé que d'après eux, cette mesure ne toucherait que 78 entreprises. À voir, mais donc l'idée, c'était de dire
que au-delà de 2 millions d'euros de dons, la réduction d'impôt n'est plus 60%, mais 40%. Donc, c'est moins intéressant. Avec quand même une exception, c'est ce qu'on appelle les dons à amendement Coluche. Alors, ce que j'appelle amendement Coluche, vous savez, c'est ce qui avait été créé initialement à la demande de Coluche, qui était en fait d'avoir une réduction d'impôt supplémentaire, notamment pour les particuliers, qui est portée à 75%, pour toutes les associations qui vont soigner, nourrir, héberger les personnes en très grande difficulté. Donc, si c'est des dons à ces associations-là, on ne prend pas en compte ces dons pour calculer le plafond de 2 millions, c'est-à-dire qu'on restera à 60% sur tous ces dons et on en fera abstraction pour le calcul. Il y a une autre mesure qui a été prise, alors là, qui visait, on voit bien la logique, c'est de dire le mécénat de compétences qui ouvre droit à réduction d'impôt. Je vous rappelle, le mécénat de compétences, c'est vous mettez à disposition un salarié, une entreprise met à disposition un salarié d'une association et bénéficie d'une réduction d'impôt égale au salaire et des charges sociales attachées, comme si c'était un don en espèces dans le cadre du mécénat. Il n'y avait pas la vente plafond et on se retrouvait parfois avec effectivement des personnes avec des rémunérations extrêmement élevées en fin de carrière dans certaines entreprises qui étaient mises à disposition de structures de mécénat et du coup avec une capacité à avoir une réduction d'impôt pour les entreprises importante. Les pouvoirs publics ont dit bon ce dispositif, on va quand même le plafonner parce qu'on estime que si jamais il y a une personne qui est rémunérée extrêmement largement par son entreprise et qui est en fin de carrière et on ne sait plus très bien ce qu'elle peut faire, donc on essaye de lui trouver une place, on estime que c'est pas à l'État ou en contribuable de financer par le biais de la réduction d'impôt son salaire. Donc ils ont plafonné en fait la capacité à émettre une réduction d'impôt à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, donc c'est 10 284 € par mois en 2020, ce qui est déjà pas mal. Autre élément intéressant, alors ça c'est très intéressant parce que quand on regarde bien, on va avoir un certain nombre d'éléments de façon indirecte sur la problématique de l'évaluation des contreparties. C'est-à-dire quand une entreprise fait un don, alors pour les particuliers c'est plus organisé avec des seuils plus précis, mais pour les entreprises quand elles font des dons, souvent quand elles font des dons importants, elles sollicitent des contreparties, alors soit en termes d'image, soit des entrées de spectacle, soit de la mise à disposition de salles, soit on a différents types de contreparties. Et souvent la question se pose jusqu'à quel niveau on peut avoir des contreparties sans passer du mécénat à ce qu'on appelle du parrainage ou du sponsoring ou autre chose qui n'est pas éligible au mécénat. Ce qu'a instauré en fait l'administration fiscale en 2019, c'est pour toute entreprise qui fait un don de plus de 10 000 €, elle doit déclarer les bénéficiaires et toutes les contreparties dont elle bénéficie dans un formulaire qui est en lien avec sa déclaration d'impôt sur les sociétés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les bénéficiaires, ce sont tous les bénéficiaires finaux. Donc, ça veut dire que si vous faites un don à un fonds de dotation qui lui-même reverse à une autre association, c'est bien cette association qui va apparaître sur la déclaration. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a la valorisation des contreparties. Alors, comment on valorise ces contreparties? Normalement, le principe, c'est ce que dit la doctrine fiscale, c'est qu'on va se référer à la convention de mécénat pour voir quelle valorisation a été faite. Mais s'il n'y a pas de convention de mécénat ou pas de valorisation dans une convention de mécénat, on a des règles qui ont été définies. Si la contrepartie est une prestation ou un bien qui est par ailleurs vendu par l'association, on prendra ce prix de vente comme étant la valeur de la contrepartie. Si la contrepartie n'est pas commercialisée, à ce moment-là, elle n'a pas de valeur de marché puisqu'en fait, elle n'est pas vendue. Ce qu'on va retenir à ce moment-là, c'est le coût de revient. Donc, on a des règles de valorisation. Sachant que la doctrine précise par ailleurs que l'ensemble des contreparties reçues par l'entreprise versante doivent être déclarées, qu'elles aient été utilisées ou non. Si des contreparties dont le principe était convenu entre l'organisme bénéficiaire et l'entreprise versante au moment du don sont reçues postérieurement, elles doivent être déclarées l'année où le don a été effectué. Donc, ils ont vraiment encadrer les choses. L'avantage pour eux, pour l'administration de toutes ces règles, c'est qu'ils peuvent assez facilement, du coup, ayant accès à ces données, vérifier que du mécénat est réellement du mécénat. Sachant que le fait de ne pas déclarer la réalité ou pas la totalité est sanctionnable.
Alors, j'ai juste voulu vous mettre, je vais lire le premier, je ne lirai pas le deuxième exemple, mais il y en a un peu plus d'exemples, mais celui-là, je le trouvais intéressant pour voir à peu près comment la question de la contrepartie est appréhendée. Alors, on a une entreprise qui soutient par cet exemple a été édité par l'administration fiscale, il n'est pas de ma création, donc il est d'autant plus intéressant puisqu'on verra qu'il nous apporte des éléments nouveaux. Alors, une entreprise donc soutient par un mécénat financier de 70 000 € l'organisation d'une exposition dans un musée de France. Les contreparties matérielles accordées par le musée sont valorisées selon la grille tarifaire en vigueur dans l'établissement. Alors, on ne sait pas si la valorisation est dans la convention de mécénat ou si c'est simplement les tarifs de vente, peu importe, ça reviendra au même. Bon, c'est vrai qu'il sera compliqué, à mon avis, dans la convention de mécénat, de valoriser de façon extrêmement différente du prix de vente lorsque c'est une prestation qui se vend. D'après moi, on doit reprendre cette valorisation. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent, donc, en vigueur dans l'établissement, mise à disposition d'un espace de réception pour une soirée valorisée 5 000 €, sans laisser passer pour l'exposition valorisée 10 € l'unité, soit 1 000 €, 80 catalogues valorisés 50 € l'unité, soit 4 000 €. La valeur totale des contreparties matérielles est donc égale à 10 000 €. Alors ça, c'est assez classique. On a 70 000 €, on a des contreparties. J'en profite à ce stade pour vous rappeler que il n'y a pas dans la doctrine fiscale de seuil des contreparties. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, dans la doctrine de façon très claire, que si vos contreparties dépassent un seuil précis, vous perdez le régime du mécénat. En revanche, ce qui a toujours été dit depuis quelques années, et on le retrouve dans les dossiers, c'est la proportion du quart. C'est-à-dire que quand les contreparties excèdent le quart, on n'est plus dans du mécénat. Si je donne 100 000 €, la contrepartie ne doit pas dépasser 25 000 €. Sauf que ça, c'est sécurisé sans l'être réellement parce que c'est la pratique admise par Bercy. Bercy l'écrit dans un certain nombre de réponses individuelles, mais ça n'est pas écrit en tant que tel dans la doctrine fiscale. Et c'est sachant que ce seuil a beaucoup été mis en avant par le ministère de la Culture ces dernières années. Alors, ce qui est intéressant et qui est totalement nouveau, c'est le paragraphe suivant, c'est la valorisation du nom ou du logo de l'entreprise. Par ailleurs, le nom et le logo de l'entreprise versante figurent sur l'ensemble des supports de communication du musée relatifs à la présentation de l'exposition temporaire. Vous connaissez bien la logique, hein, c'est vous avez l'affiche, puis en bas vous avez les remerciements, vous avez le programme et derrière vous avez aussi les remerciements. Alors, la valorisation de ce type de contrepartie immatérielle ne peut excéder 10% du montant du don de l'entreprise. Au cas présent, et compte tenu de son rayonnement régional, le musée valorise cette contrepartie à hauteur de 5% du montant du don, soit 3 500 €. Si le musée avait un rayonnement excédant le cadre d'une région, la valorisation de cette contrepartie se serait élevée à 10% du montant du don, soit 7 000 €. Ça, c'est assez intéressant parce que on a toujours eu un vrai débat dans les dossiers sur de savoir mais comment on valorise le retour en termes d'image. Alors, ce qu'on savait, c'est que si on est dans une logique de publicité commerciale, c'est pas du mécénat, c'est-à-dire l'entreprise X soutien avec marqué l'entreprise X en énorme soutien, et puis là vous avez l'association, ou l'entreprise qui paye de la pub à la radio pour dire l'entreprise X soutient, etc. Ça, c'est pas du mécénat de façon très clairement. Mais quand c'était des remerciements avec des logos plus ou moins gros, etc., on se posait toujours cette question, mais combien va-t-on le valoriser? Ben là, très clairement, on a l'administration fiscale qui commence à nous donner des éléments, et je pense qu'il ne serait pas prudent de ne pas intégrer ces éléments-là dans le cadre d'une évaluation de contrepartie. Alexis, je vous coupe, il y a une question, donc je vous la pose, qui a été posée par les participants. Faut-il déclarer tous les dons de plus de 10 000 € même s'il n'y a pas de contrepartie? Ah, pour les entreprises? Je lis la question. Oui, non, c'est les entreprises qui déclarent. Attention, ce ne sont pas les bénéficiaires, on est bien d'accord sur les entreprises. Je pense que oui, c'est dès lors que les dons excèdent 10 000 €, il faut présenter les bénéficiaires, ce qui permet aussi à l'administration fiscale, parce que vous savez qu'ils ont des outils informatiques de plus en plus performants, en fait, de faire des recoupements pour savoir à peu près combien, en recoupant l'information, combien certaines associations peuvent percevoir, par exemple, pour voir si c'est cohérent. Donc, la réponse est oui, mais c'est l'entreprise qui déclare, hein, c'est pas l'association bénéficiaire. Alors, je voulais évoquer rapidement un autre aspect. Je regarde l'heure pour voir. Oui, il faut que je me dépêche. Le défaut de déclaration, c'est 1 500 € pour mémoire. Pardon? Le défaut de déclaration est de 1 500 € en pénalité. Oui, je crois effectivement que tu as raison. Bon, ça, c'est juste pour dire que, mais je vous le dirai, mais vous le savez pour ceux qui sont concernés, c'est que le plafond qui était à 500,
540 ou je sais plus 552 € en 2020 a été augmenté à 1000 € pour les structures de l'amendement Coluche, ainsi que pour celles d'aide en faveur des victimes de violences domestiques. Mais ça, c'est une disposition transitoire en revanche. Alors, juste pour la Cour des comptes, je voulais juste rappeler aux associations qu'elles sont, lorsqu'elles perçoivent de l'appel à la générosité du public, elles peuvent être passibles d'un contrôle de la Cour des comptes. Or, la Cour des comptes, pour ceux qui ont déjà lu par curiosité un rapport de la Cour des comptes qui a contrôlé une association, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que ils vont vérifier un certain nombre d'éléments et ils vont aller assez loin. Alors, si vous êtes labellisé, vous verrez, ça, Cynthia vous l'expliquera. En fait, il y a un certain nombre d'éléments que vont vérifier la Cour des comptes qui sont déjà intégrés en fait dans le process de labellisation. Donc ces points-là ont été sécurisés, validés avant. Mais au moins la Cour des comptes, elle va faire un espèce d'audit où elle va regarder la conformité du fonctionnement au statut. Donc elle va rentrer vraiment dans le fonctionnement associatif. Ils vont regarder les PV, etc. pour voir si vraiment vous respectez bien vos statuts. Ils vont analyser le respect de la réglementation comptable et ils vont regarder la conformité des dépenses engagées aux objectifs des statuts et des appels à la générosité du public. Donc, ils vont rentrer dans le détail de l'utilisation de la collecte des dons. Savoir, ils vont regarder par exemple comment vous communiquez l'information à vos donateurs, quels sont les ratios entre le coût de collecte et l'affectation aux missions sociales. Ils ont toute cette analyse et ensuite ils rentrent un rapport qui peut, lorsqu'il est très sévère, aller jusqu'à entraîner une suspension du droit à émettre des reçus fiscaux, mais avec des remarques. Là, je vous avais mis un exemple d'un report assez récent avec un certain nombre de remarques qu'ils avaient fait. C'est pas forcément illustratif de tous les rapports, hein, mais c'était juste pour que vous ayez un peu une image de ce que peut être la conclusion d'un rapport de la Cour des comptes. On pourrait presque faire un webinaire sur ce sujet. On le fera peut-être un jour parce que c'est vraiment intéressant et il faut mieux vraiment travailler sur l'anticipation d'un contrôle que de le gérer quand il est là. Donc, là, par exemple, ils avaient relevé qu'une absence d'élection formelle régulière de la présidente, que le bureau ne se réunissait qu'épisodiquement, que les délégations de pouvoir n'étaient pas suffisamment précises entre la présidente et la directrice générale, qu'ils ont estimé que, au vu des montants des factures des prestataires, il y aurait dû y avoir une mise en concurrence. Alors, c'était pas obligatoire juridiquement parce qu'on n'est pas, organisme, enfin, on n'est pas soumis au code de la commande publique, mais néanmoins, ils trouvaient que c'était une bonne pratique. Respecter strictement la réglementation comptable, ça, sur les comptes emploi ressources, ça c'est une évidence. Améliorer la communication financière à l'égard des donateurs, ça ils sont très là-dessus, mais je pense que dans Confiance on parlera tout à l'heure peut-être. Et la présentation des frais de fonctionnement qui nécessitent des retraitements. Là, il disait, vous avez mis dans les frais de collecte, vous n'avez pas mis tous les frais liés à la gestion des legs, et ça devrait être dedans, par exemple, pour pouvoir présenter des ratios qui correspondent à la réalité. Bon, ça, c'est juste un petit focus très rapide pour vous attirer votre attention lorsque vous faites de l'appel à la générosité du public et que vous. Alors, c'est vrai que, soyons objectifs, la Cour des comptes ne contrôle pas d'associations qui perçoivent 100 000 ou 200 000 euros de dons par an. Mais on peut tout à fait imaginer un contrôle sur une structure qui perçoit entre 5 et 10 millions. Alors c'est déjà beaucoup, hein, c'est énorme, je suis bien d'accord. Mais ils n'ont de toute façon pas la capacité de l'administration fiscale à faire de très nombreux contrôles. Il y a quelques magistrats à la Cour des comptes, mais ils sont quand même pas si nombreux que ça. Donc en fait, ils ciblent quand même des structures, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas matériellement s'occuper de trop petites structures. Alors ça, c'était juste un point d'alerte et pour vous rappeler deux, trois principes. Je ne vais pas être long, mais d'expérience vécue récente. Alors je vous rappelle que le rescrit fiscal, c'est-à-dire c'est la demande à l'administration fiscale de vous confirmer que vous avez le droit d'émettre des reçus fiscaux, ça n'est pas obligatoire. C'est une démarche facultative. Elle est sécurisante, mais elle n'est pas obligatoire. Alors, néanmoins, c'est vrai que quand il y a un vrai doute sur le dossier, un très grand doute sur le dossier, ou que le chemin est complexe, ça peut être une sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté les pénalités. Ils sont passés d'une pénalité de 25% au taux de la réduction d'impôt qui est dans certains cas 75 ou 66%. La pénalité maintenant, c'est le total de la réduction d'impôt que vous ouvrez grâce à votre reçu fiscal. Donc, vu les montants de la sanction
En plus, les dirigeants peuvent être mis en cause de façon solidaire sur ces sommes-là. Il est dans certains cas, quand on a vraiment, on pense même que le dossier n'est pas, il y a très peu de chances qu'il soit accepté. Il vaut mieux faire un rescrit fiscal, c'est plus prudent. Alors le seul problème du rescrit fiscal, il faut être très clair, c'est que l'administration fiscale n'est pas bienveillante entre guillemets, c'est-à-dire que dans les années 2000, au début des années 2000, il fallait vraiment avoir un dossier très mauvais pour avoir une réponse négative ou qui rentrait vraiment pas dans les clous, c'est-à-dire qu'on était complètement hors des clous, c'est-à-dire que c'était même pas un problème d'appréciation, c'est qu'objectivement on était en dehors. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sensible que ça, c'est-à-dire qu'un bon dossier, ils peuvent vous le refuser sous un prétexte ou un autre. Donc, c'est plus compliqué d'avoir une réponse positive aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ça c'est évident, et ça l'est de plus en plus. Et puis, autre point, il faut faire attention parce que vous posez une question en toute bonne foi sur l'éligibilité au mécénat d'une activité et on vous répond que vous êtes globalement lucratif. Alors moi, j'ai eu un cas comme ça il n'y a pas longtemps où l'association avait saisi l'administration fiscale, la rescrit pour savoir est-ce qu'ils pouvaient élire et rendre éligible au mécénat une nouvelle activité qu'ils créaient en étant persuadés que toutes les autres qu'ils avaient ne posaient aucun sujet. Et la réponse de l'administration fiscale, c'était de dire toutes vos activités sont lucratives. Donc, autant vous dire, pas de reçu fiscal. Alors, on est allé au collège, hein, c'est-à-dire qu'on a fait appel. Et en fait, ce qu'on leur a fait juger, mais en l'état, parce que le dossier était ce qu'il était, c'est de leur faire reconnaître que le correspondant à l'association ne pouvait pas prendre cette position pour une simple et bonne raison que c'était pas la question qui lui était posée et que donc il disposait pas des éléments pour se prononcer de façon objective sur ce dossier-là. Donc, ça veut dire que simplement, le collège a infirmé la décision du correspondant à l'association parce que le minimum de débat contradictoire n'avait pas été respecté. Pour autant, on n'a pas à ce stade de réponse positive. Tout simplement parce qu'il vaut mieux qu'on retravaille le dossier, parce que ça, c'est aussi un des grands enseignements. Un rescrit fiscal, on ne dépose pas un dossier avant d'avoir travaillé avant. C'est-à-dire qu'on vérifie que le site internet il est adapté, on vérifie que les documents qui sont produits sont adaptés, que les PV d'assemblée générale ne comprennent pas d'éléments bloquants, que l'objet social va convenir. Enfin, on a tout un travail de vérification avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut travestir la réalité, puisque la réponse ne tient compte que des informations que vous donnez. Donc, si les informations sont fausses, la réponse sera fausse et n'aura aucune valeur juridique. Néanmoins, il faut faire attention à la sémantique qui est inadaptée, il faut bien présenter les choses, etc. Un rescrit, on multiplie par 3 ou 4 la chance d'obtenir gain de cause s'il est bien travaillé avant. Alors, je vais bientôt, je vais juste 2 mots sur le mécénat partage, puis après je vais arrêter parce qu'il faut qu'on ait le temps de. Sur le mécénat, le produit partage. Alors le mécénat partage, c'est le produit partage, c'est le. Alors je prends toujours cet exemple qui est un très mauvais exemple, mais c'est le pot de yaourt. Vous allez acheter vos yaourts nature, vous êtes devant dans votre supermarché ou votre épicier favori, vous êtes devant vos yaourts nature, et puis il y a une marque normale, et puis l'autre c'est reverse 10 centimes d'euros, je sais pas, à telle grande association que vous connaissez bien, avec laquelle vous avez une certaine affection. Et là, donc vous achetez ce pot de yaourt-là. Et là, la question, c'est les 10 centimes d'euros que l'entreprise a pris sur sa marge. Hein. C'est pas vous qui êtes le donateur, c'est l'entreprise qui a pris sur sa marge. Est-ce que oui ou non, c'est éligible au mécénat? Alors, dans le cas que je vous ai cité, la réponse est clairement non. Pourquoi? Parce que si vous étudiez bien, et d'ailleurs le Conseil d'État il était bien dans cette logique-là, si vous étudiez bien ce cas-là, vous apercevrez que celui qui met ce logo-là, enfin cette opération sur son packaging de yaourt, il va faire plus 20, plus 30% de vente. Donc il n'y a pas vraiment de caractère désintéressé derrière cette démarche, c'est que c'est vraiment une action commerciale. Donc là-dessus non. En revanche, il y a un certain nombre de cas où cette logique de produit partage est quand même du mécénat. Je vais vous citer un exemple, c'est que si qui n'existe pas comme ça, il n'y aura pas. Imaginons que Ferrari vendent à chaque fois qu'ils vendent une voiture, une Ferrari, ils disent ben voilà, je reverse 1000 euros à telle association internationale, humanitaire, etc. Je suis à peu près sûr que l'acheteur d'une Ferrari n'achète pas sa Ferrari pour consentir le don. C'est-à-dire que le don n'a aucun impact sur sa décision d'acheteur. Auquel cas, on est bien dans une logique de mécénat. Mais parce qu'on n'a aucun impact en fait sur l'acte d'achat. Alors ça, c'était juste sur le don en nature. Je vous laisserai regarder. Sur le don en nature, il y a des obligations formelles. Quand vous recevez un don en nature, vous devez établir un document formel avec un certain nombre de mentions.
qui permettent d'identifier le don, de sa valorisation, etc. Mais ça, je vous laisserai regarder. Et puis le microdon, l'arrondi solidaire, c'était juste pour vous dire que ça se développe effectivement beaucoup. Vous avez un certain nombre de structures, quand vous faites un partenariat, vous, association, avec ces organismes, qui vont en fait proposer à l'acquéreur, par exemple la supérette, de faire un arrondi, et cet arrondi va vous être reversé. Alors, ce sera pas tout à fait, ce sera plutôt dans la logique du crowdfunding que de la logique du mécénat, parce qu'il n'y aura pas de reçu fiscal derrière. Mais ça, ce sont des schémas qui se développent de plus en plus. Merci. Excuse-moi, j'étais un peu long. Comme Alexis l'a évoqué, on voit quand même une intervention de plus en plus significative de l'administration fiscale sur le secteur non lucratif. Et on souhaitait vous rappeler ici qu'on a une doctrine qui s'appelle la piste d'audit fiable qui arrive de Bercy et qui est de plus en plus importante et qui à notre sens traduit le futur de la vision de l'administration fiscale qui va impacter les associations. Comme vous le savez, vous pouvez mettre des reçus fiscaux si vous y êtes habilité et l'administration fiscale peut contrôler dans les locaux de l'association la conformité de ces reçus pour montrer que les reçus correspondent bien aux dons effectués, avec des sanctions qui sont lourdes, comme l'a évoqué Alexis précédemment. La notion de piste d'audit fiable, en fait, c'est une obligation de contrôle interne. Donc, les associations aujourd'hui, au même titre que les entreprises, doivent démontrer qu'elles ont mis en place une procédure permanente et documentée afin de prouver la réalité des flux. Et la totalité du processus doit être constituée dans un ordre chronologique dans le but de prévenir tout risque de fraude. C'est important pour nous que vous ayez cela en tête parce que, en fait, ça vous oblige à avoir des process de contrôle interne qui sont bien cadrés et on souhaitait attirer l'attention avec l'impact Covid pour une raison très simple, c'est qu'on voit bien des nouvelles formes de dons arriver qui peuvent aussi entraîner l'émission de reçus fiscaux ou un droit fiscal. Et donc, ces formes de dons sont souvent nées d'initiatives diverses et variées. Et on a tendance à oublier qu'elles doivent être intégrées à la structure globale du contrôle interne de l'association pour éviter qu'en cas de contrôle, on se retrouve dans un trou. Et c'est d'autant plus important avec les outils digitaux qui parfois manquent un peu de robustesse en termes d'intégrité de l'outil digital utilisé. Donc, vigilance quand vous avez des nouveaux outils. Si on passe au slide suivant, on voulait aussi évoquer que donc c'est depuis 2014 la PAF, la piste d'audit fiable, et c'est une obligation lorsque la signature électronique qualifiée et l'EDI fiscal font défaut. Donc, il faut bien regarder quel outil vous utilisez et selon, je dirais, la qualité de l'outil d'émission de reçus fiscaux, en fait, vous devez compenser par un process de contrôle interne. Alors, encore une fois, c'est adapté à la taille et à la capacité de chaque structure. Mais clairement, l'association doit mettre en place ces contrôles internes. Nous, on le voit beaucoup en audit et on est très vigilant à ça parce que on est convaincu que l'administration fiscale, en tout cas, on voit bien dans sa théorie qu'elle est en train de mettre en œuvre tous les moyens pour être capable de contrôler demain avec attention tous les organismes qui émettent des reçus fiscaux et d'avoir les moyens de sévir si nécessaire. Donc voilà sur les dons. Alors, une fois qu'on a mis en place ça, Nathalie va nous parler de quelque chose qui n'est pas monétaire mais qui peut en avoir des conséquences, qui est la confiance. Oui, merci Jean-François. Oui, je voulais donner quelques éléments de contexte déjà pour parler de la confiance, le contexte actuel de la confiance. Tout le monde parle de confiance en ce moment, enfin, on parle surtout beaucoup de défiance, enfin, c'est le mot défiance dans les politiques, défiance dans les médias.
Qu'en est-il de la confiance dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la confiance des donateurs, la confiance dans les associations et fondations qui font appel aux dons? Donc, on est en confiance, on a un observatoire qui est en place depuis 11 ans, donc on fait des études année après année. Et ce qu'on voit qui est quand même finalement assez presque étonnant dans cette période où la confiance varie, c'est que la confiance envers les associations et fondations qui font appel aux dons, elle est remarquablement stable dans la durée. C'est 55% des Français qui font confiance dans les associations et fondations qui font appel aux dons. Donc, c'est plus d'un Français sur deux. C'est stable là où, dans la même période, la confiance envers les politiques, les médias, c'est vraiment a pu s'effondrer. Et donc, c'est quelque chose d'assez encourageant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que, en fait, les jeunes ont beaucoup plus confiance que leurs aînés dans les associations et fondations qui font appel aux dons. Et c'est pas parce qu'ils ont plus confiance dans la vie en général, parce qu'ils ont moins confiance dans les entreprises, moins confiance dans les médias, plus confiance dans l'internet, donc sur les réseaux sociaux. Donc eux, ils ont confiance dans les associations et fondations qui font appel aux dons. On n'a pas étudié les raisons, on n'a que des hypothèses pour expliquer ça. C'est peut-être parce que les plus jeunes n'ont pas eu connaissance des scandales qui ont marqué leurs aînés. C'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un engagement, une sensibilité plus forte à l'engagement et à ce que fait le secteur associatif. En tout cas, pour une association, une fondation qui fait l'appel aux dons, si on parle un peu de notion financière, c'est un actif immatériel. La confiance est l'actif immatériel le plus important parce que sans confiance, pas de dons, pas de bénévoles. Donc, c'est un élément fondamental. Une entreprise, elle vend des produits et services et donc elle peut toujours vendre son bien. Une association, si elle n'a plus de confiance, elle n'a plus de dons. Et on a aussi une étude qui montre que le manque de confiance, c'est le premier frein aux dons pour 62% des Français, avant le manque d'argent. Si on regarde ces données, donc c'est ce qui retient les Français, donc avant le manque d'argent, 57%. Et on a aussi une question qui porte sur le fait d'avoir déjà contribué, avoir le sentiment d'avoir déjà contribué par l'impôt. Donc, je ne le donne pas parce que j'ai déjà payé à travers les impôts. C'est en dessous de 40%. Donc, on voit bien l'importance de la confiance dans le fait de donner. Et ce qu'on suit aussi année après année, et ça fait écho à la mission qu'on mène de la déontologie, c'est le fait que les préoccupations des donateurs, elles ont évolué dans le temps. Quand le don en confiance a été créé il y a 30 ans, les grandes préoccupations, c'est de dire, bon, quand je donne, je veux m'assurer que l'argent va bien à la cause, si je schématise que les dirigeants ne s'enrichissent pas avec l'argent que je donne. Donc, en gros, le label disait, oui, avec cet argent, vous êtes sûr que l'argent va bien à la cause et que les dirigeants ne s'enrichissent pas. Voilà. Aujourd'hui, au fur et à mesure des années, les exigences se sont renforcées. Il y a bien sûr les notions de transparence, c'est le mot dont on parle toujours, je vais revenir dessus. On veut savoir ce qui est fait. Il y a l'idée de c'est pas seulement que l'argent aille à la cause, mais qu'il soit bien utilisé, donc qu'il n'y ait pas de gaspillage, donc une notion un peu d'efficacité dans la façon dont on fonctionne. Et puis aussi que l'association ou la fondation agisse en conformité avec ses valeurs. On ne peut pas prôner quelque chose et agir de façon opposée. Donc, c'est beaucoup d'exigences qui des préoccupations qui se sont renforcées. Et on verra que nous, on a traduit à travers des exigences, des règles que l'on vérifie, parce que notre mission, c'est d'assurer la confiance des donateurs, donc de vérifier qu'on est bien en conformité avec leurs attentes. On est aussi dans un contexte avec un risque d'image qui est amplifié par les réseaux sociaux, où je ne suis pas sûre que j'ai besoin de commenter, tant vous avez tous conscience que chaque information est amplifiée par les réseaux sociaux et amplifiée, voire déformée. Donc, c'est important la façon dont on apparaît. Donc, le besoin de transparence est un besoin, tout le monde en parle, la transparence, il faut être transparent. Donc, il y a un peu, il faut distinguer la véritable importance de transparence avec l'injonction permanente de transparence, et il faut avoir un bon niveau de transparence pour informer le donateur, mais c'est le fait de savoir que l'information est disponible, on en a besoin pour être rassuré. Et puis je rappellerai peut-être ce que disait Jean-François tout à l'heure, que pendant cette période de confinement, il y a eu un bouleversement des pratiques. Comme le disait Jean-François, il y a eu des collectes contrastées. On l'a vu en suivant, nous, les organisations qui sont labellisées. Certaines ont eu un afflux de dons parce qu'elles ont fait des collectes spécifiques. D'autres, au contraire, leur collecte s'est effondrée pour différentes raisons. Si vous faites de la collecte de rue, vous ne pouvez plus y avoir de collecte dans la rue.
Si vous êtes financé par des événements spécifiques, ben, vous n'avez pas pu mener ces événements. Vous pouvez être aussi dans des campagnes de mailing qui ont été suspendues. Après, on n'a pas bien sûr le secteur sanitaire et enfin tout ce qui était en relation avec la santé, la recherche a bénéficié de collectes spécifiques. On a vu aussi que toutes les causes, si elles avaient les moyens de la collecte qui ont pu être lancés, toutes les causes ont pu en bénéficier parce que finalement la crise du Covid est une crise systémique et toutes les causes peuvent faire valoir l'importance de la mission qu'elles mènent dans cette période de transformation pour militer pour un monde nouveau, etc., etc. Ce qui était aussi important dans ce contexte actuel, et Jean-François en a parlé, c'est la question des cagnottes. Pour nous, qui sommes là pour assurer la confiance du donateur, ça a été un sujet important parce qu'il y a une multiplication des cagnottes avec pas la même capacité d'assurer, de contrôler, d'assurer la confiance du donateur. Les gens ont donné aussi beaucoup à des cagnottes individuelles et sans savoir finalement tellement à qui ils donnaient. Donc on a eu des messages d'alerte pour rappeler la vigilance en parallèle des pouvoirs publics en disant attention, vérifiez quand vous donnez à qui vous donnez, pourquoi vous donnez, est-ce que vous êtes sûr que l'argent ira bien à la cause. Donc cette multiplication des cagnottes individuelles a été un vrai sujet. C'est intéressant, il faut bénéficier d'élan de générosité, mais ça peut être aussi une dispersion des énergies, des ressources. Et puis si demain on a un retour en disant oui, il y a eu des cagnottes détournées et que la confiance s'effrite à cause de ça, la confiance c'est un bien collectif. Et on en reparlera tout à l'heure. Et donc, c'est important d'appeler à la vigilance dans ce cas-là. Donc, dans ce contexte de confiance, le respect des bonnes pratiques, des règles, des exigences, c'est important. Et faire savoir qu'on les respecte, ça constitue un avantage concurrentiel dans un moment où les appels à dons se multiplient. Je peux peut-être passer à la… Voilà, merci. Donc, pour expliquer ce qu'est la démarche de labellisation, le don en confiance, sa charte de déontologie, elle s'appuie sur 4 principes qui font écho, qui rentrent en résonance avec les attentes du donateur. Le premier principe, c'est le respect du donateur. Quand on fait un acte de don, on considère qu'il y a un quasi-contrat. Le donateur, il est entre le donateur et l'organisme bénéficiaire. Le donateur, il n'est pas en capacité de vérifier lui-même l'utilisation de son don. Pour autant, il a donné, l'organisation, elle est tenue de respecter, d'utiliser le don conformément à la volonté du donateur. Le respect du donateur, la recherche d'efficacité, j'en ai parlé, il s'agit plus simplement de dire je donne et ma conscience est libérée. Et je veux aussi que mon don soit utile. Donc, il y a tout ce principe qui est transversal à l'ensemble des règles, qui est la recherche d'efficacité dans la façon dont on utilise l'argent du donateur et la façon dont on fonctionne de façon générale. Probité des intéressements, c'est un autre des principes. On voit bien que ces mots sont forts, on les a depuis des années, et ils rentrent tellement en résonance avec l'actualité dont on en reparle tout le temps. Probité et désintéressement, effectivement, ce sont des fondamentaux pour inspirer la confiance. Ça vaut pour la générosité, ça vaut pour l'action politique, ça vaut pour l'entreprise, ça vaut pour tout le monde. Mais quand on fonctionne sur la confiance, on a intérêt à respecter ce principe. Et puis la transparence, évidemment, c'est un principe pour le don en confiance, mais c'est un principe, voilà, c'est vraiment des attentes, dire on a besoin d'avoir l'information. Ça ne veut pas dire, quand on dit on est transparent, je reviendrai peut-être dessus, ça ne veut pas dire on doit avoir ça veut dire on doit disposer de l'information utile à la compréhension. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que souvent, les organisations, si elles sont transparentes, pour autant, le donateur ne va pas forcément regarder en détail toute l'information qu'il a. Donc, ce sont des principes qui sont transversaux à l'ensemble de notre charte. Et après, notre charte, elle s'appuie sur des domaines d'intervention, gouvernance, gestion, communication, un ensemble d'exigences et une 60aine de règles. Et ce qu'on constate, donc rentrer dans cette démarche de labellisation, c'est respecter les attentes du donateur. Et ce qu'on constate aussi, c'est que
Le respect de ces exigences déontologiques, c'est pas seulement dire ben voilà, je me conforte à vos attentes, mais en fait, c'est j'ai des bonnes pratiques et avoir ces bonnes pratiques, ça sécurise mon fonctionnement, donc ça me sécurise la pérennité de mon organisation parce que Jean-François parlait du contrôle interne tout à l'heure, de toutes ces démarches. On a des exigences relatives au contrôle interne, des contrôles de la Cour des comptes, on a des exigences relatives à tous ces éléments-là. Donc sécuriser son fonctionnement, c'est assurer la pérennité de son organisation et c'est aussi, et je dirais presque surtout, on est plus efficace au service de la cause qu'on défend. On fonctionne bien, donc l'argent est utilisé plus efficacement, nos ressources sont déployées au mieux, les énergies se mettent ensemble de la meilleure des façons. C'est aussi un recueil de bonnes pratiques pour bien fonctionner. Et ce qu'on a constaté, c'est que le label, c'est un vecteur de confiance pour les donateurs et les mécènes, c'est personnes physiques et personnes morales. Et je le redis à chaque fois parce qu'on a l'idée parfois que le don en confiance, c'est pour les personnes physiques. En réalité, ça rassure autant les personnes physiques que les personnes morales, parce que les unes comme les autres n'ont pas les moyens de contrôler les organisations et de s'assurer que leur don est bien utilisé. Ce n'est pas non plus souhaitable qu'une personne morale, qu'une entreprise contrôle l'organisation dans sa globalité, même si évidemment elle peut demander un rendu compte dans une convention de mécénat, elle peut demander un rendu compte de l'action menée dans sa convention, par rapport à sa convention de mécénat. Pour autant, elle ne va pas contrôler l'ensemble de l'organisation. Or, pour une personne morale, peut-être encore plus que pour une personne physique, il y a un enjeu d'image. Une entreprise, quand elle fait du mécénat, si elle fait du mécénat auprès d'une organisation qui derrière ensuite a un scandale, la personne rend compte ceux qui ont pris la décision rendent compte à leur conseil d'administration et ça a un impact sur l'entreprise. Donc il y a un enjeu fort de confiance aussi dans ce cas-là. Voilà les éléments pour entrer dans la démarche. Si on peut passer sur la slide suivante. Alors, j'ai plusieurs slides que je ne vais pas commenter parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Et on a un webinaire complet pour expliquer justement des éléments de ce que dit la déontologie du don confiance. Il y a quelques exemples ici de ce que dit la déontologie du don confiance par rapport à justement ce qui est relatif à la collecte de fonds. Après, il y a encore d'autres domaines. Par exemple, on parlait du contrôle interne. Mais par exemple, dans la déontologie du don en confiance, la gestion s'assure de l'optimisation de l'emploi des fonds collectés. Alors, on a des éléments sur la prévention des conflits d'intérêts, des éléments qui portent sur la sélection objective des prestataires de services et de fournisseurs, la réaffectation des fonds sur condition. Je ne vais pas tous vous les lire. La protection effective des données personnelles des donateurs, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé avec, voilà, on est avec la protection des données personnelles, les renforcements, le RGPD, etc. Donc, c'est des sujets que nous, on prend sous le prisme de la déontologie et on s'assure que ça soit conforme à nos principes, respect du donateur, transparence, etc. Bien sûr, on a actuellement maîtrise des collectes organisées par un tiers, donc on a un focus sur les cagnottes personnelles. On a des points sur les legs, parce que les legs, c'est un fort enjeu et en termes de ressources et en termes de risques. Voilà, c'est tous des éléments sur l'optimisation de l'emploi des fonds collectés que je ne commenterai pas parce que ça peut être très long. Les autres exemples, je ne vais pas vous les passer en revue, mais juste pour vous dire les titres, on a aussi des éléments dans la déontologie relatifs à la gouvernance pour superviser les collectes de fonds, pour s'assurer de la maîtrise des opérations de collecte par l'organe de gouvernance, la rémunération des modalités les modalités de rémunération des agences et des prestataires, ça c'est quelque chose quand même de très important. Si vous pouvez rester sur la slide suivante, voilà. Ça c'est un élément important pour éviter les dérives. On est un garde-fou par rapport aux prestataires de collecte pour s'assurer de pratiques qui restent déontologiques. On ne labellise évidemment pas les prestataires de collecte, ça ne rentre pas dans notre mission. Par contre, le fait qu'on rassemble un tiers de la générosité avec l'ensemble des organisations labellisées, on est un contrepoids, un contre-pouvoir aux prestataires de collecte et on a les moyens finalement d'être un garde-fou pour éviter des pratiques qui soient non déontologiques et qui à terme érodent la confiance du donateur. Je peux passer sur la slide suivante. Donc, aussi un autre exemple, la supervision des collectes de fonds, sur la communication aussi. Non, je ne vais pas les commenter parce que ça serait vraiment long. Peut-être juste le titre.
la précédente, pardon Alexis, la précédente slide, la communication. On a tout un ensemble de règles aussi qui portent sur la communication. Il est important de donner une information fiable, loyale, précise, objective et vérifiée. Et donc après, on va le décliner dans un ensemble de règles pour éclairer finalement ce qu'on attend des organisations. Donc ça, c'est des éléments, tout ça, ce sont des éléments de la déontologie du don-confiance qui, à eux seuls, pour ça, on vous les met à disposition, mais à eux seuls, ça mérite un temps assez conséquent pour les expliquer. Et c'est uniquement là sur l'angle de la collecte de fonds. Et on a d'autres règles. Voilà des exemples de ce que disent la déontologie du don-confiance, qui sont évidemment disponibles par tous les acteurs, parce que ce qui est important, voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc vous aurez tous ces éléments. Si je reprends sur la confiance, oui, c'est important que cette déontologie elle soit partagée le plus largement possible et qu'elle soit que tous puissent s'en inspirer, parce que la confiance c'est un capital commun, c'est un bien commun finalement. Et toutes ces règles, nous on vérifie qu'elles sont respectées par les organisations labellisées, mais au-delà, notre objectif c'est qu'elles rayonnent dans tout le secteur, que tous ceux qui fassent appel à la générosité du public puissent s'en inspirer, puissent les regarder, puissent faire progresser leurs pratiques. Parce que j'en reviens, la confiance, c'est un bien commun, c'est un capital commun et c'est plus facile de perdre la confiance que ensuite de la reconstruire. Et ce qui arrive dans une organisation, s'il y a un scandale dans une organisation, ça résonne sur toutes. Et donc, il est important que le plus grand nombre d'acteurs observent des bonnes règles de bon fonctionnement, et qu'on a ce rôle d'entraîner finalement le secteur pour que les bonnes pratiques soient partagées et pour permettre un impact, pour permettre la confiance, de consolider la confiance pour toutes. J'ai des exemples de scandales, vous vous souvenez peut-être. Oui, je vois apparaître Alexis, j'ai passé trop de temps, je vais avancer alors. Donc, juste dire la confiance, c'était pas ça que c'était une question? C'est pour me dire d'aller plus vite? Non, c'était juste pour revenir. D'accord. Je me dis, bon, je regarde un peu le temps parce qu'on peut parler longuement de tout. Oui, je voulais donner l'exemple vous vous souvenez peut-être quand il y a eu l'affaire Oxfam Angleterre. Ça s'est passé en Angleterre, il y avait eu une affaire Oxfam en Angleterre sur des pratiques des humanitaires de l'organisation anglaise qui finalement avait des comportements plus qu'inappropriés avec des bénéficiaires. Ça avait fait un énorme scandale en Angleterre, ça avait fait un scandale aussi dans plusieurs pays. Et en France, bon, c'était tombé à une période où l'actualité portait sur d'autres éléments, je dirais presque heureusement pour le secteur, mais c'était en Espagne, alors que ça ne concernait pas l'Espagne. Nos homologues espagnols nous avaient dit ça a eu un impact sur la collecte. Aux Pays-Bas également, ça a eu un impact sur la collecte parce que ce scandale, ça a jeté l'opprobre sur toutes les organisations internationales qui agissaient avec des humanitaires. Donc il est important que l'ensemble du secteur, voilà, on est tous liés par cette confiance. C'est pas un acte individuel, c'est vraiment une démarche collective. Et conforter la confiance, mériter la confiance, ça implique certains engagements. Alors, si je reviens à l'Observatoire du don-confiance, quand on interroge les Français, ils nous le disent, le contrôle, c'est un vecteur de confiance pour 8 Français sur 10. Est-ce que le fait que les organisations soient contrôlées, ça vous conforte dans la confiance? Oui, nous répondent 8 Français sur 10. Donc, c'est un élément très important. Et nous, notre expérience, c'est que le label, ça permet de conforter l'acte de don. On a des organisations qui sont venues nous voir, qui sont rentrées dans la démarche en disant moi je viens parce que mon mécène, personne morale, a dit qu'il continuait à me soutenir à condition que j'ai le label don confiance pour s'assurer que finalement moi je puisse continuer à vous soutenir en confiance. D'autres viennent en disant qu'ils ont plusieurs questions de donateurs qui les interrogeaient sur leur pratique. Et
certains viennent en se disant je vais avoir plus de dons en ayant le label. Je vais rappeler quand même que quand celui qui donne, il donne d'abord parce que la cause le touche. On ne donne pas pour un label, on donne pour une cause. Le label, ça permet de renforcer, de sécuriser l'acte de don. Pour ceux qui sont, il y a ceux qui sont émotionnels, le donateur émotionnel, il va donner sous l'émotion, sous l'impact de l'émotion. Il y a des donateurs qui sont plus réfléchis, qui vont se renseigner. Par exemple, c'est une organisation qui me disait, on a beaucoup de donateurs qui sont des enseignants. Pour eux, le label est un élément déterminant. Donc, voilà, c'est un exemple. Ça permet de conforter, de rassurer l'acte de don. Voilà, peut-être pour l'instant ce que je peux dire là-dessus. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Alexis. Non, non, c'était passionnant. Merci, Nathalie. On va passer à la dernière partie. Alors, on est désolé, mais il fallait prendre un petit peu de temps, donc on a été un peu, comment dire, ambitieux en pensant qu'on pouvait tenir 1 heure. On va plutôt tenir 1h15, 1h20, parce il est important que Jean-François puisse faire la présentation de sa partie qui est tout à fait passionnante et un peu technique, il faut le dire. Si je peux me permettre. Donc, on va passer en fait à la partie suivante qui est la compatibilité entre la possibilité de faire des activités lucratives et le régime du mécénat. Moi, en ce qui me concerne, je vais juste énoncer 3 principes, donc je vais aller très vite de façon à pouvoir donner rapidement la parole à Jean-François. Vous aurez les slides de toute façon, mais attendez. Hop là. Le premier principe, c'est que lorsqu'on collecte des dons ouvrant droit à réduction d'impôt, c'est-à-dire soit de particuliers, soit d'entreprises, ces dons ne peuvent pas être affectés à une activité non éligible au mécénat. C'est-à-dire que vous pouvez avoir au sein de vos structures des activités non éligibles au mécénat, des activités lucratives accessoires par exemple, ou des activités lucratives, mais vous ne pouvez pas les financer avec les sommes perçues dans le cadre du mécénat. Si vous faites une réaffectation des sommes perçues dans le cadre du mécénat à des activités lucratives, toutes les sommes concernées, elles ne peuvent pas avoir la capacité, elles ne peuvent pas être soumises au régime du mécénat, donc il ne peut pas y avoir de réduction d'impôt. Donc ça, et là, Jean-François nous dira comment on peut veiller à respecter cette règle, mais ça, c'est vraiment fondamental comme premier principe. Deuxième principe, quand vous êtes une structure qui est en sectorisation, c'est-à-dire un secteur lucratif et un secteur non lucratif, si vous faites un don, entre guillemets, un transfert du secteur lucratif au secteur non lucratif, ça n'ouvre pas droit à réduction d'impôt. Alors même que votre secteur lucratif sera soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun. En revanche, si vous créez une filiale commerciale, si vous créez par exemple l'association, une SAS, une SASU qui fait des activités lucratives, cette SASU peut tout à fait faire du mécénat vis-à-vis des activités éligibles au mécénat d'associations mères. Ça, c'est tout à fait possible. Dernier point, qui était dans le principe numéro 1, et après je donne la parole à Jean-François. Tout dernier point, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'une structure qui est globalement à l'IS, soumise à l'impôt sur le droit commun parce qu'elle n'a pas sectorisé, est-ce que pour autant elle peut mettre des reçus fiscaux? Alors ce que dit l'administration fiscale, c'est qu'elle dit si vous remplissez les conditions de la sectorisation, c'est-à-dire de pouvoir différencier les activités lucratives et non lucratives, mais que vous décidez de ne pas faire de sectorisation parce que c'est plus simple, par exemple, ou de compenser le bénéfice du secteur lucratif avec le déficit du secteur non lucratif, vous pourrez quand même, si le secteur non lucratif est éligible au mécénat, émettre des reçus fiscaux, à condition que les dons aillent évidemment sur le secteur non lucratif, donc les secteurs éligibles, mais aussi que vous remplissiez bien les conditions de sectorisation. Je rappelle qu'ils sont 2, c'est il faut des activités de nature différente entre le lucratif et le non lucratif. Ça, c'est pas très compliqué à respecter, mais il faut surtout que l'activité non lucrative soit significativement prépondérante. Donc, de l'ordre de 70 à 80% de l'activité globale. Voilà, ça, c'est quelques principes qui permettent d'introduire en réalité la suite du débat sur comment on met en place la compta analytique, comment on gère toutes ces règles. Et donc, je passe la parole à Jean-François. Sur la question de la comptabilité analytique, comme l'a évoqué Alexis, on voit bien que la séparation entre les différentes classes de revenus est centrale.
Il est vraiment important que vous ayez la capacité de pouvoir justifier auprès de l'administration fiscale que ce que vous racontez dans l'histoire de l'association, dans les campagnes de donation et leur affectation se traduisent comptablement. Donc, comment bien organiser la comptabilité analytique? Je dirais qu'il faut être assez simple. Déjà, ça paraît bête, mais les usines à gaz ne fonctionnent pas. Donc, dès que vous avez un projet de comptabilité analytique, il faut toujours avoir en tête qu'il faut que votre successeur puisse l'utiliser. Trop d'associations de taille variable se retrouvent avec une comptabilité analytique partiellement dans leur outil comptable, partiellement sous Excel avec des clés de répartition qui ne sont pas formalisées et qui, le jour où on a un changement d'interlocuteur, tombent dans l'oubli. Or, l'administration fiscale va aller regarder ça. Donc, pour pouvoir avoir cette comptabilité analytique, par projet ou par secteur, il faut réfléchir en amont et le traiter comme un projet en tant que tel, qui n'est pas qu'un projet comptable, parce que c'est aussi la traduction de pourquoi vous allez donner, enfin pourquoi vous allez demander des dons et à quoi vous allez l'affecter et comment vous allez communiquer dessus. Donc certes, ça a une conséquence comptable, ça a une conséquence fiscale, bien évidemment, puisque si vous avez des secteurs à l'IS, il conviendra de réfléchir aux charges communes que vous affectez pour avoir une visibilité sur le résultat fiscal que vous allez sortir, qui aura des conséquences en termes d'impôts à payer. Donc, il y a un impact comptable, il y a un impact fiscal, mais il y a aussi un impact à la fois de gouvernance et de communication, parce que avoir un secteur lucratif très fortement rentable, ça peut être très positif, mais ça peut aussi poser question. Et de la même manière, quand vous avez plusieurs activités non lucratives, la manière dont vous allez affecter les charges communes à l'un ou à l'autre pourra entraîner des résultats plus forts ou moins forts sur une entité ou une autre. Donc, chez Fideliance, on travaille beaucoup sur la comptabilité analytique pour deux raisons. Soit pour le pilotage et pour accompagner les projets, soit pour répondre à l'obligation fiscale. Et là-dessus, je pense qu'il faut être assez simpliste. Le but d'une comptabilité analytique, c'est de pouvoir permettre de produire un fichier des écritures comptables qui correspondent à l'alias fiscale lucrative. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous déposez pour une partie de vos activités lucratives, si vous rentrez dans le champ de l'impôt société, une liasse fiscale qui n'est qu'une liasse partielle, puisqu'elle ne comporte qu'une partie de vos produits et une partie de vos charges. Et bien, cette liasse fiscale, il faut qu'elle ait derrière un fichier des écritures comptables qui soit un fichier en format demandé par l'administration fiscale. Donc, pour faire simple, pour faire une comptabilité analytique, l'objectif, c'est d'atteindre ce but-là, de pouvoir fournir un fichier des écritures comptables. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie-là et sur la manière d'organiser vos reçus fiscaux. Si on passe à l'étape d'après, voyant le temps qui tourne, je voulais faire un commentaire. Si Alexis, tu peux peut-être avancer un petit peu. Voilà, et encore un peu. Voilà, je voulais vous parler de la réforme du plan comptable. Parce que vous avez vu que la Cour des comptes regardait quand même avec attention que les associations soient conformes au plan comptable. Il faut voir que la réforme, elle est faite en profondeur. Alors, je vais être subjectif dans ce que je dis, mais elle est quand même faite pour Bercy. On voit clairement dans cette réforme une volonté positive d'aider à la transparence des comptes, mais aussi une volonté d'aider à la transparence des comptes et la lisibilité pour l'administration fiscale.
clairement, les tableaux qui sont faits permettent d'aller contrôler beaucoup plus facilement demain que les opérations d'appel à la générosité publique notamment sont bien utilisées, qu'il est facile de faire le passage de votre compte de résultat à votre compte d'emploi ressources. Et donc, il y a bien deux objectifs dans cette réforme. Il y a l'harmonisation de la communication financière des lecteurs, et ça, c'est très positif. Mais il y a aussi une amélioration de la visibilité de Bercy. Alors, c'est pas marqué dans mon slide, mais c'est quand même un sentiment profond. Et sur les modifications, on voit bien que les modifications principales, c'est une meilleure lisibilité sur l'évolution des fonds propres et des fonds dédiés, un traitement des subventions d'investissement qui est différent. Je vous passe parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Un modèle de compte annuel qui évolue un peu, un modèle de compte emploi ressources et enfin un renforcement des contributions volontaires en nature. Et tous ces points-là, c'est très important pour votre association. Alors, vous avez vu ou pas vu la réforme du plan comptable, on en parle depuis un certain temps. Peut-être que vous aviez planifié de travailler dessus entre mars et juin, mais malheureusement, il y a eu une petite période qui vous a désorganisé. Mais clairement, sur le planning de fin d'année, il faudra que vous vous penchiez sur l'impact que ça aura dans vos comptes, à la fois sur la partie comptable, mais aussi sur la partie visibilité par rapport à vos tiers financeurs. Parce que les contributions volontaires en nature, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre communication et qui doit être une force politique pour votre association. C'est quoi des contributions volontaires en nature? Simplement, c'est ce qu'on vous donne sans flux financier. C'est une définition très simple, mais toutes ces contributions volontaires en nature, elles permettent de montrer aux tiers que l'engagement bénévole, que les cadeaux, enfin les apports qui sont faits sur les véhicules, par les mairies, par des bénévoles qui vont vous donner des choses, ça existe. Et c'est la raison d'être d'une association, hein, c'est aussi de rassembler des forces pour l'utiliser vers un but commun. Donc, il faut prendre l'occasion sur la fin de l'année 2020 d'utiliser cette réforme-là, non pas pour satisfaire une contrainte, même si c'est quand même une contrainte, mais pour mettre en avant la richesse des contributions volontaires en nature que vous avez. Alors, je passerai les parties techniques qu'expliquait Alexis. Voilà, ça c'est les nouveaux modèles, comme ça vous l'aurez dans les supports, on peut les passer rapidement. On vous a mis l'obligation du compte emploi ressources. Le compte emploi ressources, c'est vraiment un document qui manque quand même pour un certain nombre de cas pour les petites associations, qui devient vraiment impératif et obligatoire avec des sanctions de plus en plus lourdes. Donc pensez à l'utiliser. Voilà. On vous remet le compte emploi ressources ici. Et enfin, un mot sur les contributions volontaires en nature. Comme je vous le disais, si on peut peut-être passer au slide d'après. Voilà, encore après. Merci. À compter du 1er janvier, alors là on est un peu loin. À compter du 1er janvier 2020, la contribution devient la règle et la non-comptabilisation l'exception. Jusqu'à maintenant, ces contributions volontaires en nature, concrètement, on n'avait pas une obligation majeure de le faire. Il va être impératif que d'ici fin 2020, vous y réfléchissiez, vous mettiez en place un process qui vous permet de les tracer, de les suivre et de les valoriser. Si vous ne le faites pas ou si vous ne pouvez pas le faire, vous devrez mentionner dans votre annexe pourquoi vous ne le faites pas. Donc, il faut se poser la question parce que si vous ne le faites pas, Nathalie évoquait tout à l'heure la question de la transparence. Si vous dites je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas l'information, c'est quand même pas un indicateur très positif. Et c'est exigé quand ça représente des éléments essentiels à la compréhension de l'activité. Le bénévolat en faisant partie, c'est assez fréquent que ce soit un élément essentiel. Et quand l'association est en mesure de recenser et valoriser. Vous voyez bien là que si vous n'êtes pas en mesure,
vous n'allez pas montrer un signe très positif aux personnes, si elles le lisent, qui lisent vos annexes. Donc, pensez à cette réforme et utilisez-la pour valoriser tout ce qui tourne autour de votre association, mais qui n'est pas intégré dans la comptabilité. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur cette partie-là. La transparence financière et la confiance, Nathalie l'a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de central pour pouvoir donner confiance. Et quand vous donnez confiance, c'est comme ça que vous retrouverez des ressources et que vous trouverez aussi des acteurs, soit des acteurs bénévoles, soit des partenaires, soit des acteurs non bénévoles au travers des entreprises qui sont demain, s'ils lisent bien la loi de finances, comme l'a évoqué Alexis, sont vraiment une belle source de financement pour vous. Donc, prenez le temps de travailler là-dessus à la sortie du Covid, parce que vous avez là, de notre avis, un vrai moyen de retrouver de nouvelles ressources. On ne vous entend pas, Alexis. Pardon, j'avais coupé le micro pour éviter les bruits parasites. Merci Jean-François. Je pense qu'on peut remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et j'avais presque envie de donner le mot de la fin à Nathalie pour la petite conclusion, si elle le souhaite. En tout cas, nous, on vous remercie tous pour cette participation. Puis, je pense qu'on vous reproposera quelque chose, un autre webinaire dans probablement en septembre avec Jean-François. Nathalie? Oui, moi je vous remercie tous aussi pour ce point. La confiance, j'en reviens, c'est un bien collectif. On doit tous travailler ensemble pour la bâtir et c'est un exercice de tous les jours. Et vous êtes tous acteurs de cette confiance au bénéfice des causes d'intérêt général du secteur et de l'intérêt général. Merci à tous. Jean-François? Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Alexis et merci Nathalie. Merci à Lydie aussi pour sa préparation active dans l'ombre qui nous a beaucoup aidés. Et puis, avec tout ça, on a confiance et on va essayer de travailler sur le mécénat, qu'on soit du côté entreprise ou du côté association. Bon, bonne fin de journée à tous. À bientôt. Merci. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.